Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 3 de l'entreprise circulaire. Donc ce soir c'est un épisode un peu spécial parce qu'en fait on va l'animer à deux. Voilà, ce n'est pas une histoire de Alexandre Leroux serait mon invité ce soir, non, c'est nous allons animer tous les deux cette session sur l'économie circulaire pour une économie décroissante, pardon. Voilà. Donc vu que nous sommes en live sur plusieurs chaînes en même temps, Alexandre, je ne sais pas si tu veux commencer par te présenter, ce sera peut-être plus simple. Oui, complètement. Donc, mon nom, donc, c'est Alexandre et ça fait maintenant 5 ans, même plus, ça fait 6 ans que j'ai entrepris donc une décroissance volontaire dans mon mode de vie, où j'ai remis en question pas mal de choses, entre autres l'alimentation, mon habitat, mon travail, beaucoup mon travail. Et, et voilà, donc aujourd'hui, je fais en sorte de consommer de manière responsable, de consommer moins, consommer mieux, dans cette idée d'éviter d'être dans un surconsumérisme qui est au profit de la croissance économique. Donc pour dire un petit peu mon mode de vie actuel, c'est donc j'habite dans une tiny house qui est installée sur le terrain d'une ferme maraîchère où on fait du maraîchage bio. Donc j'y travaille à temps partiel. Et à côté de ça, j'ai aussi d'autres activités à mon compte, entre autres la réalisation de vidéos pour ma chaîne YouTube sur laquelle j'anime donc je réalise des vidéos sur ces sujets de la transition écologique, de la décroissance. Et je suis aussi graphiste freelance à mon compte que j'exerce en télétravail depuis chez moi. Alors moi pour ma part, je vais me présenter aussi rapidement. Donc moi je suis Régis Meyer-Messier, je suis ingénieur en performance industrielle durable. Donc voilà, c'est tout ce qui est optimisation des flux de production principalement en industrie. Donc ça c'est mon métier du quotidien. Et à côté, il y a quelques années, donc il y a un peu plus de 5 ans, j'ai appris pas mal de choses sur l'économie circulaire quand j'étais en Erasmus en Finlande. Et en fait, j'avais fait le choix d'aller en Finlande pour justement en apprendre beaucoup plus sur cette nouvelle économie, sur pour moi ce qui semble l'économie de demain, mais bon, on aura l'occasion d'en discuter avec Alexandre lors de cet épisode. Sinon, à côté, donc je tiens ce podcast live qui s'appelle l'entreprise circulaire. Et j'aide sur mon temps libre les entreprises justement à passer en économie circulaire. Voilà. J'avais précédemment une entreprise de vêtements, également en économie circulaire, que j'ai décidé de fermer pour vraiment me concentrer voilà, sur mon temps libre pour aider les petites entreprises. Voilà. Donc Donc ce Alex, soir, ouais, dis. on a eu envie de partager, enfin de croiser nos différentes expertises dans nos domaines respectifs pour parler de cette thématique, en quoi l'économie circulaire peut être au service d'une décroissance économique, en quoi ça peut être compatible ou pas. Donc finalement, donc Régis sera un peu le représentant, à mon sens, des industriels qui sont donc les producteurs de tous ces objets que nous, consommateurs, que je vais représenter ce soir, souhaitons pouvoir avoir à disposition. En tant que consommateur, on a envie justement d'avoir des façons un choix sur le marché qui puisse nous permettre d'acheter tout en restant dans nos valeurs. Et c'est pas toujours facile. Il y a certains produits qui sont introuvables, dans, voilà, qui sont fabriqués, qui représentent qui sont fabriqués dans des conditions désastreuses pour l'environnement, qui ne sont pas fabriqués toujours dans un souci de travail équitable, et parfois des objets qui ne seront pas recyclés en fin de vie parce que ils sont fabriqués de manière à ne pas pouvoir être recyclés. Donc la première question que j'ai envie de poser à Régis, c'est en quoi l'économie circulaire peut permettre à des personnes comme moi d'accéder à plus de produits vertueux, on va dire, sur le marché, ou en tout cas nous offrir un choix un peu plus conséquent que ce qu'il y a actuellement dans le surconsumérisme. Alors je vais d'abord recommencer à définir ce qu'est l'économie circulaire.
Hem, déjà avant de parler tout avant de parler d'économie circulaire, comme tu l'as dit, on est dans une économie qu'on appelle linéaire. En fait, on extrait des matières premières pour pouvoir produire, consommer et ensuite jeter. Donc ça actuellement, c'est, 92 de notre économie mondiale qui fonctionne vraiment sur ce principe-là. Le but de l'économie circulaire, en fait, il réside en 3 grands principes. Le premier, c'est, je perds mes mots, excusez-moi. C'est, d'éliminer, la pollution et les déchets. Donc j'ai bien dit éliminer et pas réduire. Le deuxième, c'est de faire circuler au maximum tout ce qui est produits et matériaux. Donc alors plus haute valeur technique pour être réutilisé un maximum. Et le troisième, c'est de régénérer la nature. Donc Mmh. dans ce cadre-là, par rapport à ta question qui était toujours justement de savoir comment on peut faire pour consommer de manière un peu plus vertueuse. Et mais en fait, il y a pas mal de sujets comme typiquement l'éco-conception. Donc en fait, actuellement, il y a tout un pan de l'économie circulaire. Alors c'est pas exclusivement ça, mais une grande partie de l'économie circulaire qui vise à prendre, ce qu'on appelle des déchets, voilà. Ce que l'humain considère actuellement comme un déchet, pour pouvoir le réutiliser, pour pouvoir refaire de nouveaux objets. Voilà, c'est une des manières de faire. À Mmh. côté à côté de ça, il y a tout ce qui est économie de la fonctionnalité qui rentre dans l'économie circulaire et également tout ce qui est économie du partage et du don. Comme typiquement aller, acheter un vêtement, à Emmaüs, typiquement, ça fait partie de l'économie circulaire. OK. Et dans la, dans la façon de produire, donc en faisant circuler au maximum les matériaux, hem, souvent on peut être confronté à du greenwashing. C'est un peu la chose sur laquelle on peut avoir du mal en tant que consommateur pour faire la différence entre ce qui va vraiment être, une production, propre, on va dire, et des messages marketing, qui sont simplement là pour faire vendre et se donner bonne conscience. À quel niveau finalement dans l'économie circulaire on peut peut-être avoir une garantie ou à quel niveau, on est dans du greenwashing ou pas? Alors, hem, c'est bien, tu commences directement par une question, complexe dès le début. Alors, pour essayer de simplifier tout ça, en fait, c'est compliqué actuellement, de savoir, ce qui est vraiment du greenwashing ou pas, vraiment sur des objets purement en économie circulaire. Alors, je vais partir un autre exemple. Typiquement, si quand tu achètes d'occasion et que tu achètes, je reprends l'exemple d'Emmaüs, là, tu sais que voilà, tu es pas dans du greenwashing et que justement tu es dans une économie du partage et du don. Mmh mh mh. Maintenant, la question se pose vraiment sur des objets qui vont être neufs et qui vont être produits, donc entre guillemets «sortis d'usine». Donc de manière un peu plus simple, tu peux prendre en compte tout ce qui est, qui vient de l'upcycling. Donc vraiment le fait de repartir d'objets existants pour, pour faire de nouveaux objets. Donc je pense Mmh. typiquement, il y a une marque, suisse qui s'appelle, Freytag qui récupère les bâches de camions pour faire de la maroquinerie sans utiliser de cuir. Ou OK. alors on peut arriver à trouver des ceintures ou des boucles d'oreilles faits à partir, d'anciens, pneus de vélo. Voilà. OK, donc oui, en gros, dès lors qu'on a une sorte de enfin qu'on sait qu'un matériau finalement provient d'une, enfin qu'un matériau a été récupéré pour être, réutilisé, on a déjà une certaine garantie qu'on est dans de l'économie circulaire, puisqu'on n'a pas puisé de ressources supplémentaires. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, l'une des choses, qu'on peut voir, régulièrement d'un point de vue greenwashing, je vais reprendre un autre exemple. Typiquement, on prend des capsules de café, dans de l'aluminium. Actuellement, le plus grand impact, de cette capsule vient du café, en fait, et pas de l'aluminium qui est autour. OK. Et donc ça, ce sont vraiment des choses, sur lesquelles on fait vraiment pas attention, parce qu'en fait, ça fait partie du quotidien et on se dit: «Ben, tiens, je vais prendre des dosettes, souples en papier parce que ça sera mieux». Alors écologiquement, ça sera mieux. Par contre, Mmh. le vrai impact vient quand même du café et pas de Mmh. la dosette en tant que telle. OK. Donc c'est ça qui est vraiment plus compliqué, c'est qu'en fait, on arrive vraiment, sur des sujets, de spécialistes assez rapidement. Mmh mh mh. Il y a une autre,
Un autre concept dont on entend beaucoup parler et qui fait un peu, qui fait un peu crisser, aujourd'hui, c'est le développement durable. Oui. Hem, bon, on va dire que ça peut aussi être une sorte de greenwashing, mais est-ce que ça peut aussi être, véridique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, parler de développement durable quand on crée des objets qui, voilà, qui vont finalement, piller des ressources, naturelles? Est-ce que l'économie circulaire s'inscrit dans le développement durable? Quelle est la différence entre les 2? Ça, c'est une question qui m'intéresse particulièrement. Alors, hem, si on prend stricto sensu l'économie circulaire, on est vraiment sur, de l'objet, des matériaux et vraiment tout ce qui est utilisation de ces matériaux. Voilà, donc on est Mmh. vraiment plus sur l'économie de l'objet en tant que tel et typiquement, on pourrait être dans une économie, circulaire sans être dans de l'éthique. Voilà, dans le sens OK. que, voilà, si maintenant on enlève toute forme de pollution, de déchets, qu'on fait circuler un maximum, et qu'on est derrière sur la régénération de la nature, on pourrait complètement enlever l'humain de cette économie circulaire, qu'elle serait toujours de l'économie circulaire, Mmh. sans être pour autant du développement durable. Donc pour moi, l'économie circulaire, c'est un peu une grande famille dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses qui seraient dans le développement durable. Voilà. OK. Mais après, c'est typiquement comme le recyclage, en fait. On parle énormément du recyclage quand on parle d'économie circulaire et en fait, le recyclage n'est qu'une infime partie de l'économie circulaire, Oui, d'accord. qui est d'ailleurs la dernière étape qu'il faudrait qu'on mette en place dans l'économie circulaire. Mmh. Mmh. Voilà. Oui, de tout faire en pour ne pas y arriver finalement. Ouais, c'est ça. En fait, on parle régulièrement des 5 R par rapport à cette démarche-là, où justement la 1re, c'est de refuser, quand on nous donne quelque chose dont on n'a pas besoin et la dernière, Mmh. c'est de le recycler. Voilà. Mmh. Donc en Ouais, fait, avec ouais, refuser qui est la plus, efficace, c'est ça, qui est la moins consumériste. c'est ça. De mémoire, il y a ensuite, réduire, Ouais, hem, réutiliser, ouais, réparer c'est ça, et ensuite seulement vient le recyclage. c'est ça. Sachant que même par rapport à tout ce spectre-là, il y a différentes, d'un point de vue économie circulaire, on peut même aller encore plus loin parce qu'en fait, tu as réparé, mais tu as aussi remanufacturé, en fait, qui sont 2 choses complètement différentes. Genre typiquement réparer, ça va être, l'exemple, concret de ton vélo. Ton vélo quand tu crèves, ta roue, Mmh mh. tu changes la partie qui a crevé Mmh mh. et puis tu repars. Mmh. Si maintenant tu froisses complètement ton vélo, tu le tords complètement, il est inutilisable dans l'état, et ben, soit tu peux le faire recycler, soit tu peux récupérer des pièces que tu peux remettre sur un autre vélo. Donc là, on est OK, dans du remanufacturing. OK. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment une étape qui est assez, intéressante en ce moment d'un point de vue, industriel et il y a pas mal d'entreprises qui s'y intéressent. Tu as des exemples? Ouais, j'ai des exemples. Alors, on peut considérer que Back Market, typiquement, est dans une espèce de remanufacturing. Parce qu'en fait, ils récupèrent des objets électroniques, donc de première main, pour ensuite pouvoir les retravailler, pour être certain de les remettre dans leurs conditions, d'état initial avant de les remettre sur le marché. Mmh. Donc c'est vraiment ça le principe du remanufacturing, c'est vraiment d'arriver à remettre, les objets dans leur état initial. Voilà. OK. Et d'ailleurs, Ah, c'est ça qui est un sujet assez intéressant si on prend la différence entre l'upcycling et le recyclage. C'est en fait typiquement tu vas prendre un objet, qu'est-ce qui me vient en tête? Tu prends un pantalon qui est troué. Le recyclage, ça serait de le mettre dans une benne pour pouvoir en extraire la matière pour pouvoir refaire d'autres vêtements après. mmh mh. L'upcycling, ça va être de le découper, de reprendre les parties qui sont encore utilisables pour leur donner une nouvelle vie, Mmh. avant de pouvoir les recycler plus tard quand ça sera vraiment cassé, quoi. OK. Oui, c'est de réutiliser finalement le maximum du matériau avant de le détruire pour en faire autre chose. Parce que le recyclage, c'est ça finalement. C'est détruire les matériaux pour les retransformer en autre chose. C'est ça. Sachant qu'en fait, on a pas mal de problématiques techniques d'un point de vue du recyclage et il y a pas mal de choses qui sont
assez dans dans la pensée commune et qui sont pas forcément, véridiques. Genre typiquement, on nous dit que le verre est 100 recyclable. Mmh. En soi, on peut recycler 100 du verre. Par contre, une fois qu'on a ce verre recyclé, il faut on peut que en mettre 30 de ce verre recyclé dans une nouvelle fabrication de verre. Donc on est quand même obligé de mettre 60 de nouvelles fabrications de verre Ah ouais, quand on refait du verre. Voilà. OK. Mmh. Donc, moi, ce que je me demande, par rapport à la question qu'on se pose ce soir, c'est, en quoi l'économie, circulaire propose une solution peut-être ou une alternative à la croissance économique? Parce donc on parle d'économie circulaire, c'est une méthode finalement. Hem, Maintenant la croissance économique ou la décroissance économique, c'est, un système. Oui. Ouais, c'est un système de fonctionnement économique. Hem, Est-ce que l'économie circulaire, donc produire en économie circulaire, hem, est-ce que ça reste quand même une sorte de enfin, est-ce que ça peut rester genre une course à la production et se mettre au service de l'économie, de la croissance économique quoi? Hem, ou bien est-ce que c'est carrément aux antipodes de la croissance économique et elle vient se mettre complètement au service de la décroissance? Hem, Quelle est ton opinion là-dessus? Alors mon opinion va être différente de ce qui se passe actuellement dans notre monde. Pour parler de manière franche, actuellement, je vois beaucoup d'entreprises, a aller vers l'économie circulaire en parlant du recyclage, en parlant de pas mal de choses. Et pour moi, actuellement, je les vois vraiment comme le fait qu'ils se disent: «Ben, voilà, on a l'opportunité, de faire plus de chiffre d'affaires en multipliant le nombre de vies de nos objets». Exemple concret, il y a énormément de marques de fast fashion actuellement qui ont lancé leur propre service de seconde main. Mmh. Et en fait, typiquement, leur objectif, c'est de récupérer des vêtements pour pouvoir enfin, récupérer des vêtements contre un bon d'achat, par exemple, et ce bon d'achat va servir à reconsommer plus du matériau neuf. OK, oui. Donc, de ce point de vue-là, on reste dans une économie circulaire parce qu'en fait, on fait circuler on fait circuler un maximum, ces matériaux. Mmh mh. Par contre, là, on n'utilise que le deuxième principe, à Ouais. savoir justement de faire circuler. Mais on n'utilise ni le premier, qui est d'éliminer tout ce qui est déchets et pollution, ni le troisième, qui est de régénérer la nature. Mmh. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment ces 3 principes-là qui font l'économie circulaire, en tant que telle. OK. Et s'il Si manque on un de prend ces ouais, pardon, c'est ce que j'allais dire, ouais, s'il manque, un des 3 principes, on peut finalement pas parler d'économie circulaire alors? c'est ça, c'est plus compliqué, ouais. Ça veut dire qu'on est déjà dans une démarche qui commence, qui est déjà beaucoup mieux que ce qui se fait actuellement, Mmh. mais c'est pas encore, totalement périn. Ouais, clairement, bah, Voilà. finalement, enfin, pour l'exemple que tu as pris avec le fast fashion, c'est même carrément pas une solution et j'ai l'impression que ça ne change rien parce que, effectivement, c'est, aller donner presque des vêtements qui viennent de chez eux, parce qu'a priori, les personnes qui vont consommer là-bas vont rendre les vêtements qu'ils ont achetés là-bas, Ouais, pour en acheter d'autres juste moins chers finalement avec un bon ouais. d'achat. Donc c'est vrai que ça résout pas du tout le problème, hem et c'est assez intéressant parce que ça voudrait dire que si on arrive à détecter qu'un des 3 principes manque dans une, bah, dans cette chaîne de production, c'est là qu'on peut se dire: «En fait, OK, ça, c'est du greenwashing, c'est pas de l'économie circulaire». Après la grosse problématique, c'est que, même les entreprises les plus vertueuses actuellement ne sont pas du tout sur le troisième principe, en fait. Ou alors, elles le sont Mmh. vraiment à la marge. Genre typiquement, on peut prendre une marque de vêtements, outdoor qui s'appelle Patagonia, qui est assez connue. Typiquement, ils ont lancé, 1 Force the Planet pour justement récupérer de l'argent pour pouvoir, justement, donner à des assos, et cetera qui luttent ou qui replantent des arbres ou ce genre de choses. Mais en fait, on n'est pas encore assez loin, dans cette démarche. Comment est-ce que des entreprises peuvent être dans ce troisième principe de régénérer la nature? Alors je vais rester sur le vêtement parce que c'est un peu, ce que je connais un peu plus. Mais typiquement, un vêtement,
en matière, totalement, naturelle et ben, en fin de vie, on peut redonner les éléments à la nature. OK, Voilà, par le biais du compostage, typiquement. OK, ouais. Donc ce qui permet de boucler complètement la boucle. Mmh. Et à ce sujet, je viens de dire boucler complètement la boucle, mais en fait, ce serait même boucler l'ensemble des boucles. Parce qu'en fait, l'économie circulaire, ce n'est pas une économie qui est, cyclique ou qui est en cercle, mais une économie qui circule. D'accord. Voilà. Et alors, qui circule? C'est-à-dire, quelle est la différence avec, un cycle? Parce que maintenant tu prends l'exemple du compostage. Ouais, Heu, Effectivement, on imagine le cycle. Le matériau, par exemple le vêtement, en biotextile, se décompose, devient de la terre, de là recrée des plantes qui peuvent recréer du vêtement et cetera. Donc ça, c'est un cycle. Du coup, quelle est la différence avec, les différentes boucles dont tu parlais qui circulent? et ben, c'est que tout simplement, on prend, un exemple simple, à savoir un t-shirt, par exemple. Et ben, une fois qu'il a été produit, et ben, on peut le porter une fois, 2 fois, on l'espère le plus possible. Puis après, il est troué, on peut le réparer. Puis après, il est vraiment troué, on peut lui remettre un patch. Mmh. Puis on peut le revendre d'occasion. Puis on peut le donner à son petit frère. Puis ça peut finir à Emmaüs. Puis ça peut, voilà, ça peut, circuler, en fait, tout simplement. OK, OK. Voilà. Donc on arrive vraiment sur de la fonctionnalité en tant que telle et plus sur de l'esthétisme. Vraiment sur le Mmh. fait de voilà, on a un vêtement, il circule le plus possible et l'utiliser le plus possible jusqu'à la fin, quoi. Vraiment, OK, on se dit: «Bah, voilà, cette plante, elle a poussé pour devenir un vêtement et ben, on va l'utiliser au maximum pour après réutiliser ce qu'il en reste pour pouvoir le recomposter, pour pouvoir redonner des nutriments à la terre». excellent. Voilà. Et donc pour revenir sur ta question, parce qu'en fait j'avais donné le point de vue un peu plus, actuel par rapport à la fast fashion et ce genre de choses. Mais actuellement, pour moi, l'économie circulaire peut rentrer, dans une démarche de décroissance, tout simplement, à cause de l'intention qu'on peut y mettre derrière. Donc là, Mmh. je vais un peu, paraphraser une phrase d'Aurélien Barraud, mais en fait, ça sert à rien de faire une pelleteuse, en économie circulaire où en fait on aurait pris tous les matériaux de partout, on utiliserait du biocarburant et cetera, si après ça sert à battre des arbres, en fait. Mmh. Oui. Voilà. Et donc typiquement il y a il y a vraiment l'histoire de l'intention qu'on met derrière l'économie circulaire et en fait, l'intention qu'on met derrière justement toute cette manière de vivre et en fait typiquement, bah, voilà, actuellement enfin, tu vois, on est tous les 2 en train de communiquer par un ordinateur. Demain cet ordinateur lâche, qu'est-ce qu'on va faire dans l'économie circulaire? On va le réparer. On va le Mmh. réparer, on va essayer de le faire remanufacturer, on va en prendre un d'occasion, on va essayer potentiellement d'en louer un pour qu'il soit pas à nous, mais qu'il soit à une entreprise qui s'occupe de son bon état, ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment l'intention qui est vraiment derrière. Mmh. Donc finalement, là, ce que je comprends, c'est que, par rapport à ce principe de boucle et de plein de cycles qui s'enclenchent, on peut tous agir dans l'économie circulaire, c'est pas seulement les entreprises finalement. Elles, Tout elles à fait. sont elles sont au démarrage du truc, mais nous-mêmes, en tant que consommateurs, on a notre part à jouer là-dedans, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait et en fait, pour moi, c'est vraiment, actuellement et c'est un peu dommage parce qu'en fait, on va très vite, marginaliser tous les comportements de décroissance en tant que tels, en disant: «Bah, voilà, les décroissants, ils consomment pas, machin», enfin, mais derrière la grosse problématique, c'est qu'en fait, sur une économie globale, il faut arriver à enfin, la problématique actuellement, c'est qu'en fait, on a besoin des entreprises pour éco-concevoir nos produits. Mmh, Parce mmh qu'en mh. fait, je reprends l'exemple de l'ordinateur, demain, il y a une pièce qui lâche. Actuellement, à moins d'être, un spécialiste en informatique et en électronique, on va pas arriver à le réparer soi-même. Mmh. Ou Oui. alors on va pas avoir les composants à portée de main, ou alors c'est hyper compliqué. Et pour ce faire, on a besoin, que les industriels, que les personnes qui sachent faire de la conception de produits et de l'éco-conception de produits, s'attellent sur la question pour se dire: «Bah, voilà, demain il faut que je change ma batterie de mon téléphone, de mon ordinateur, de mon vélo électrique. Comment est-ce que je peux le faire le plus simplement possible et comment est-ce que je peux le réparer moi-même, en fait? Avec les outils Mmh. que j'ai chez moi,
en n'ayant pas les compétences justement d'électromécanicien, etc. Mmh. Et c'est le même ouais. C'est comment les industriels peuvent anticiper le fait que l'objet va avoir besoin de réparation, et le rendre, le plus facilement réparable par les personnes qui l'utilisent. C'est ça. Actuellement, en fait, j'étais tombé sur une statistique qui disait que 90% de l'impact, carbone d'un objet est lié à sa conception. Et que 90% peut être évité justement par sa conception. D'accord. Et en fait, je m'y connais un peu plus d'un point de vue vêtements, mais en fait, l'une des grosses aberrations des vêtements, c'est que même actuellement, tu prends un t-shirt qui va être 100 en coton, et ben, son étiquette ne va pas être en coton, mais va être en plastique, ou en OK. pétrole ou ce genre de choses. Ce qui fait que le vêtement en tant que tel n'est pas recyclable. Ah ouais. Parce qu'en fait, il Ah va ouais. falloir couper l'étiquette pour pouvoir le recycler. Mmh. Alors que le vêtement en tant que tel est lui 100 en coton. OK. Ah ouais, oui, effectivement des petites aberrations, C'est ça. Bon, des comme ça, j'en ai énormément, mais c'est vrai que c'est assez fou et donc tu as vraiment cette histoire de conception à la base et après avec tout ce qui est utilisation derrière et hem et typiquement, en fait, il y a Fairphone qui est une marque de téléphone hollandaise qui le dit même ouvertement, c'est: «Si le téléphone, vous ne pouvez pas l'ouvrir, il ne vous appartient pas». Parce qu'en fait, mmh. vu que vous ne pouvez pas réparer vous-même, et ben, en fait, vous êtes dépendant de, ce que les entreprises vont décider d'en faire. Mmh, mmh mh. S'ils veulent que vous changez de téléphone tous les 2 ans, bah, ils vont se débrouiller pour que vous le changez tous les 2 ans. Voilà. Bon, alors forcément, c'est pas légal, c'est encadré par la loi, ce genre de choses, mais bon, on a tous entendu parler de l'obsolescence programmée, c'est pas quelque chose qui est nouveau et voilà. Hem, je vais avoir envie de parler un peu maintenant de décroissance. Mmh. Comment est-ce que ça peut s'articuler avec ça? Juste avant, je peux te demander de lancer le petit générique pour que j'aille, brancher mon ordinateur qui sinon ne tiendra pas jusqu'au bout. Ça marche, et ben, je lance Donc le on vous dit à générique tout de alors. suite. Merci. Bon, Alexandre n'a pas encore fini de brancher son ordinateur. Moi, je voulais déjà vous remercier à vous tous qui nous suivez. J'arrive pas à avoir le nombre exact, mais je pense qu'on est, pas loin d'une bonne centaine à suivre ce vous êtes une bonne centaine à nous suivre actuellement, donc merci à vous d'être là parmi nous. Voilà, vous êtes au top. C'est bon, ouais, voilà, donc merci pour la petite attente. Ouais, donc moi, ce qui m'intéresse énormément avec ce sujet de l'économie circulaire, et je pense que ça intéresse toutes les personnes qui nous regardent, c'est, en quoi elle pourrait permettre de participer à la décroissance, hem, en tout cas, à ce sujet de la décroissance que moi j'aborde beaucoup sur la chaîne. Et donc j'ai envie de rappeler un petit peu ce que j'entends par, décroissance, enfin ce que j'entends. Une des définitions de la décroissance qui existe, c'est finalement, ce qu'on appelle la décroissance économique. Comment est-ce que, le modèle économique pourrait être pensé autrement aujourd'hui de manière, viable pour, pour justement prendre en compte le fait qu'il y a des enjeux écologiques, hem, importants et sociaux. Actuellement, la croissance, économique, elle est mesurée par le PIB et on va dire qu'une entreprise ou un pays qui est en croissance, a priori, se porte en bonne santé. C'est un peu l'idée qu'on a de la chose et il faut que les courbes augmentent. Hem, la décroissance économique, ce serait un modèle économique dans lequel on planifie et on organise une, stagnation ou une diminution de ces courbes. Hem, de manière organisée, ça voudrait dire de manière viable. Hem, En fait, c'est la différence qui existe avec, la récession économique. Quand on parle de récession économique, c'est quand il y a, des chutes du PIB, des chutes, économiques, mais qui ne sont pas prévues. Donc c'est effectivement que les structures sont en mauvaise santé. Donc ça ensuite, ça aboutit à du chômage, avec des licenciements massifs. Hem,
ça aboutit à de la pauvreté. Enfin voilà, c'est des choses qui ne sont pas anticipées, donc subies. Donc c'est vrai que c'est très différent finalement. La décroissance économique, ce serait un projet économique viable. Donc moi, je suis pas économiste, voilà, j'ai pas de données particulières. Il y a des personnes qui ont fait ça très bien. Dans les valeurs de ce qui sont attendues avec la décroissance économique, c'est de changer le paradigme. En fait, c'est ne plus mettre au centre la production pour l'économie, mais c'est mettre au centre les besoins des personnes et de produire en conséquent. Donc forcément oui, ça passe par produire moins, parce qu'actuellement on produit plus que de besoins. Et c'est aussi produire de manière plus vertueuse. Là, j'entends le fait de prendre en compte qu'on vit sur une planète qui a un certain nombre de ressources et qu'on peut optimiser ça pour ne pas les gaspiller, les dilapider et en même temps passer par la destruction de la vie. Et là où je trouve que c'est intéressant, l'économie circulaire, c'est que ça peut nous permettre justement d'envisager une décroissance réaliste. Actuellement, c'est vrai que les personnes qui défendent la croissance économique, ce sont des personnes qui disent que c'est la seule façon de progresser, d'innover, de répondre aux besoins des êtres humains. Est-ce que l'économie circulaire à visée de décroissance peut permettre de progresser, d'innover, etc. Ça fait beaucoup de sujets à traiter. Je vais essayer de rester succinct. Pour moi, il y a plusieurs grands avantages à l'économie circulaire, justement avec une intention derrière. La première, c'est d'avoir, un impact local, mais avec une vision globale. Je m'explique. Actuellement, quand on achète, heu, allez, on va prendre un exemple, une machine à laver. La machine à laver qu'on achète actuellement, la plupart du temps, elle est faite en Chine. Mmh. Puis ensuite, elle arrive en France, on l'utilise, puis après, à un moment, elle casse et puis on la jette. Dans cette économie-là, heu, les seules transactions financières qui ont eu autour de cette machine à laver ont été faits avec une entreprise qui est en France. Parce qu'on va admettre comme quoi la personne, elle s'est déplacée dans un magasin pour aller acheter, sa machine à laver. Ouais. Donc tous ces flux économiques, sur cette machine à laver, la plupart sont partis à l'étranger. Voilà. Mmh. Complètement partis à l'étranger, ou dans la poche d'une entreprise ou on ne sait où. Voilà. Et on va dire que le seul argent qui est resté, c'est, pour, le magasin dans lequel cette personne a acheté, cette machine à laver et potentiellement la personne qui est venue l'installer. Mmh. Voilà. Si on part dans une économie un peu plus circulaire, tout en gardant cet esprit de machine à laver, on peut imaginer comme quoi la machine à laver, elle n'appartient pas, à une famille, mais qu'elle reste la propriété d'une entreprise française et que cette entreprise décide de mettre en location ces machines. En faisant cela, cette entreprise reste propriétaire de ces machines et donc en fait, cette famille, loue cette machine à laver pour justement, avoir cette fonctionnalité d'avoir du linge propre. Là, tu parles d'une location, mais la Ouais, personne a quand même la machine à laver chez elle. oui, C'est pas un lavomatique. non, tout à fait, tout à Mmh. fait. Je prends cet exemple-là, après on peut aller beaucoup plus loin avec, les mutualisations de machines à laver voilà, avec, plusieurs personnes, forcément. Hem, il y a plusieurs aspects, hein, qui sont assez intéressants avec cette mise en location de cette machine à laver. C'est premièrement, on a tous des trajectoires de vie différents. Dans le sens que, au début, on va être seul dans son petit appartement, on va acheter une machine à laver. Puis après, on va être à 2, à 3, à 4, enfin bon, peu importe le nombre et en fait, la machine à laver, en fait, elle n'a plus, la même fonctionnalité, Mmh. plus la même utilité et en fait, on n'y arrive plus du tout sur la même contenance de la machine à laver pour justement subvenir aux besoins de la famille.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Achat, revente, achat, revente, achat, revente. Ou alors jeter, achat, jeter, achat, jeter, achat. Voilà, au pire des cas. Avec le système de location, et ben en fait, vu que c'est toujours cette entreprise qui reste propriétaire de ces machines à laver, la famille, elle va louer la machine à laver dont elle a besoin. Mmh. Donc en fait, ça permet que, voilà, quand elle va s'agrandir, elle va prendre une plus grande machine à laver. Puis après, quand il y aura des enfants et qu'ils vont partir, du foyer, ils vont reprendre une plus petite machine à laver, et cetera, et ça fait que ces machines à laver vont continuer à rester en France, sur le territoire français, et à aller dans différentes familles. Donc ça va pouvoir, Mmh. permettre cette mutualisation. Donc déjà, il y a ça. Heu, Ensuite, vu qu'elle reste propriété de l'entreprise, elle va faire en sorte de les entretenir un maximum, et Mmh. parce qu'en fait, elle a aucun intérêt à, avoir des machines qui tombent en panne. Parce que s'il y a des machines qui tombent en panne, ils doivent envoyer des réparateurs. Et ce qui fait que là, en fait, on arrive sur une économie où l'objectif, c'est plus, de faire acheter un maximum de machines à laver aux gens, mais de leur donner une machine à laver en fonction de leurs besoins, qui tient le plus Mmh. longtemps possible. Ce qui fait que là, on change totalement la manière intentionnelle de l'entreprise de gagner de l'argent. Mmh. Mmh. Voilà. Et ce qui fait qu'en faisant cela, on arrive aussi sur une économie qui grossit en France, dans le fait que les réparateurs, forcément, ils sont français. Une fois qu'il y a des machines qui seront tombées en panne, elles seront démontées par des Français pour récupérer les pièces détachées qui resteront en France. Mmh. Voilà, et donc on n'est plus sur la machine qui arrive en Chine, qui est utilisée en France et qui après, part, à la benne. Mmh. Mmh. Donc ça, c'était sur un exemple un peu complet, un peu sophistiqué, mais donc voilà, ça c'était la première chose, c'est que voilà, c'est un impact, local pour une vision globale. Et le deuxième, c'est que par rapport à ce point-là, on est sur forcément beaucoup d'innovation, de la surinnovation, heu, parce qu'en fait actuellement, on a des montagnes de déchets, on ne sait pas quoi en faire, et actuellement, il va falloir trouver une seconde vie, ou une Ouais. troisième vie, ou une quatrième vie, et en fait, quand on commence à s'intéresser au nombre de déchets qu'on produit par habitant, par année, on se dit: «Waouh, mais en fait, c'est une mine d'or, c'est un gisement de matières premières Mmh. qui est inexploité et qui représente, mais des sommes économiques, colossales». Parce qu'en fait, voilà, je prends un exemple bête comme ça qui me vient. Typiquement, on achète une banane, on mange la banane, on jette la peau de banane. La peau de banane, Mmh. ça vaut rien. Voilà. Actuellement, il y a pas mal d'entreprises dans d'autres pays qui vont, par exemple, prendre de la peau de banane, de la peau de mangue ou d'autres choses pour en faire du cuir végétal. OK. Et après, à partir de ce cuir-là, ils vont refaire d'autres objets. Donc forcément, ces objets transformés vont avoir beaucoup plus de valeur que la peau de banane. Mmh. Bien sûr. Voilà, et toute cette transformation, pareil, peut être fait en France et peut être revendue en France, et donc économiquement, pouvoir apporter de l'argent à des personnes en France. Mmh. Mais du coup, l'économie circulaire n'est pas complètement aux antipodes d'un modèle ou de l'autre, par exemple, de la croissance économique ou de la décroissance économique. Heu, voilà, elle peut se mettre au service de l'un ou de l'autre selon l'intention qu'il y a derrière, qui est portée derrière, c'est ça? C'est ça, c'est ça, et c'est vraiment comme ça que je le vois. En fait, c'est comme tout, c'est comme, en fait, ce débat-là, on peut l'avoir avec beaucoup de choses. On peut l'avoir avec, l'argent, avec la nourriture, et cetera. C'est vraiment quelle est l'intention qu'on met derrière, et pour quel but? Est-ce que le fait d'avoir, énormément d'argent fait forcément de nous quelqu'un qui pollue? La réponse, c'est, si on décide de consommer n'importe comment, oui. Mmh. Si on consomme de manière raisonnée, qu'on décide, d'aider, localement des personnes qui en ont besoin, genre, et ben, en fait, ça peut changer totalement une économie. Ça peut Oui, totalement clairement. changer les manières de vivre. Ça me fait penser maintenant à la notion de simplicité volontaire ou de sobriété heureuse, hem, quand on parle de décroissance. Hem, Parce que donc là, tu prenais quelques exemples d'objets qui peuvent être, créés à partir de déchets et qui peuvent ensuite être recyclés.
recycler, composter, et cetera. Oui. Dans nos modes de vie actuels, toutes les personnes qui sont ici présentes ce soir, en sont témoins. On a, pour certains objets, par exemple, l'électronique, on n'a pas trop le choix pour l'instant que d'acheter des choses qui ne sont pas conçues en économie circulaire parce que ça n'existe pas. Donc je pense aux ordinateurs, je pense aux smartphones qu'on a là entre les mains. Et donc je fais le parallèle avec cette notion de sobriété heureuse. Finalement, si on veut aller plus loin dans nos démarches, si on veut atteindre cette espèce d'idéal d'idéal de réussir à avoir un impact sur la planète suffisant pour ne pas dépasser le nombre de planètes dont on aurait besoin pour revivre. Il faudrait a priori se passer complètement de ces objets numériques qui sont totalement dévastateurs et aberrants dans la conception. Est-ce que l'économie circulaire peut résoudre ça? Est-ce que l'économie circulaire peut répondre d'un point de vue innovant aux besoins, alors je mets des guillemets à besoins, aux besoins actuels qu'on a d'utiliser ces objets? Pour moi, ça reste un besoin superficiel, mais un besoin qui est omniprésent dans notre quotidien. Est-ce que l'économie circulaire peut répondre à ça, ou est-ce qu'elle ne peut pas, parce qu'on ne saurait pas construire des objets de cette façon? Et dans ce cas, faut-il faire preuve de sobriété heureuse, décider de s'en passer complètement? Ça, c'est une grande question qui me trotte moi-même déjà depuis des années. Je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir se posent également. Alors là, on rentre vraiment sur un axe vraiment très philosophique. Je vais rebondir la carte de l'intention par rapport à tout ça. Après, est-ce qu'il faut s'en passer? Est-ce qu'il faut pas s'en passer? Voilà, moi je sais qu'actuellement, que ça soit, d'un point de vue professionnel ou personnel, moi j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer. Typiquement sans objets électroniques, on serait pas, là ce soir en train d'échanger sur ce sujet. Après ce qui est pour moi la grosse problématique, c'est vraiment la durée de vie. Dans le sens Mmh. que si on avait un téléphone, un ordinateur portable qui nous durait toute une vie, est-ce qu'on arrivera à rentrer dans les fameux 2 tonnes ou dans l'impact? Je sais pas. Mmh. Je suis pas allé à calculer jusque là, mais dans tous les cas, ça serait plus qu'une option envisageable. Mmh. Sachant que bon, je vais reprendre l'exemple de Fairphone, qui voilà, c'est une entreprise, des Pays-Bas qui ont conçu un téléphone qui est entièrement réparable, depuis chez soi en reprenant des pièces détachées et eux-mêmes recyclant leurs pièces détachées pour en réextraire les matériaux, les métaux rares, pour pouvoir, dans un avenir, espérons-le proche, Mmh. refaire, des composants électroniques avec. Voilà, la question est ouverte. Après justement, c'est ce que je disais aussi, il y a plusieurs entreprises qui sont en train de se mettre dans le modèle de location, toujours, avec cette optique de faire durer les objets le plus longtemps possible. Moi, je vois pas mal d'entreprises qui sont en train de justement, se pencher sur la question, de l'ordinateur modulaire, du téléphone modulaire, pour vraiment juste changer des modules et pour pouvoir, rester, réparable au maximum, échangeable au maximum, durable dans le terme durée le plus Mmh. longtemps possible. Hem, donc voilà, la question est ouverte, mais les choses qui sont certaines, c'est qu'actuellement, voilà, il y a plusieurs, hem, il y a plusieurs freins à l'économie circulaire qui sont avérés. Forcément, il y a la surconsommation, il y a la surproduction, il y a la surinnovation. Mmh. Typiquement, actuellement, on nous parle de la 6 voire de la 7G alors qu'en fait, on n'a pas forcément encore tous un téléphone qui est à la 5G. Voilà. Mmh. Donc il y a des choses comme ça qui sont encore assez aberrantes. Il y a pas mal de freins réglementaires. Typiquement, il y a plein de sujets sur le recyclage de l'eau où en fait, on peut pas encore, recycler, certaines eaux en France. Je pense typiquement d'un point de vue industriel. Hem, il y a un aspect d'incitation économique.
parce qu'actuellement, avoir des démarches durables sont pas encore assez, incitées d'un point de vue économiquement. Mmh. Malheureusement, ça nous coûte, moins cher d'acheter de la merde en Chine que de produire en France. Et le dernier, c'est un aspect culturel, parce que, je vais reprendre, l'histoire de la peau de banane, mais est-ce que, demain, on serait prêt à mettre des slips en cuir de peau de banane? Voilà, Mmh. c'est une question et je suis pas certain que tout le monde soit prêt culturellement à passer ce cap. Oui, clairement. Et je rajouterais même du coup un aspect de d'habitude de vie. Alors, est-ce que ça va rejoindre la culture? Je sais pas. Mais par exemple, prendre le temps de d'aller réparer son ordinateur ou d'aller réparer voilà, ses fringues, etc. Euh, par habitude ou par manque de savoir-faire, beaucoup de gens ne le font pas et trouvent ça plus simple de jeter ou d'aller mettre à la benne de recyclage plutôt que d'essayer de faire l'effort de réparer. C'est vrai que cette question de l'habitude, euh, elle est aussi très importante. Du coup, cette habitude, elle vient aussi d'une éducation qu'on a reçue, à quoi on a été, bah, à quoi on a été éduqué, de quoi notre enfance ou ce qu'on peut observer aux alentours par mimétisme, ce que font les autres, la majorité des gens. Euh, Ça va quand même actuellement dans le sens du surconsumérisme et par sans doute à la fois habitude et par mimétisme, on a tendance à faire la même chose parce que bah, finalement le reste est encore aujourd'hui des alternatives qui sont parfois méconnues, euh, qui sont souvent chronophages et même parfois coûtent un peu plus cher que, comme tu le disais, de racheter juste du neuf. Mmh. Tout ça, bah, du coup, ça s'inscrit pour l'instant, c'est vrai que dans cette démarche de volonté individuelle, ben, voilà, ce principe de décroissance, c'est un choix, en fait, c'est un choix personnel actuellement. Et l'économie circulaire, ouais, elle a, d'après ce que tu dis, ces freins qui sont très présents aujourd'hui. Oui. Comment est-ce qu'elle pourrait les surmonter? Pour moi, il y a 2 paramètres qui pourraient jouer. Vu qu'on parle d'économie, il y a forcément la demande du marché. Donc avec l'évolution des consciences et nous, voilà, consommateurs ou consommateurs qui décidons d'acheter différemment, forcément ça va faire changer, toute la partie conception des produits. Mmh. On le voit typiquement avec, la mise en place d'indices de réparabilité sur, certains de nos équipements ou ce genre de choses, qui sont loin d'être parfaits, mais qui sont une première réponse des industries, par rapport à tout ça. Et la deuxième, et c'est un peu, on va dire, mon fer de lance, hem, qui est de faire changer les entreprises de l'intérieur, en leur montrant qu'en fait, il existe des business models, qui soient plus intéressants d'un point de vue économique ou d'un point de vue stratégique, en passant par l'économie circulaire. Mmh. En leur disant: «Bah, voilà, on éco-conçoit nos produits, comme ça, on utilise moins de matière, on utilise moins d'énergie, ça nous coûte moins cher à produire, donc entre guillemets, on peut augmenter nos marges par rapport à la concurrence». Et surtout par, le fait qu'on propose des solutions de réparabilité et de maintenance, on garde cette fidélisation du client. Mmh. Voilà, Oui, il faut leur montrer qu'il y a un marché et qu'il y a une demande, quoi. C'est ça aussi, oui. c'est ça. Ou alors faut créer la demande depuis l'intérieur. Mmh. Voilà, Ouais, comme comme ils ont tous fait jusqu'à présent. C'est vrai pour toutes les technologies qui ont été inventées. c'est ça. Et ce qui fait que pour le coup, je connais pas mal d'ingénieurs qui essayent d'être dans cette démarche-là, d'aller accéder à des postes de responsabilité assez hauts dans des hiérarchies pour justement essayer le plus possible de mettre en place, justement des sujets, vertueux, quoi. Des boucles de recyclage interne, d'augmenter la réparabilité des produits, la maintenance, et cetera, quoi. Mmh. Mais bon, c'est vraiment une démarche qui est pas forcément simple. Ça demande de faire des efforts, quoi. C'est Ça sûr. demande de faire des efforts, c'est ça.
D'un autre côté, une décroissance volontaire demande aussi à un moment ou à un autre de faire des efforts. Complètement. Bah, à un Voilà. moment ou à un autre ou même Même constamment, ouais. presque quotidiennement. Alors, après, une fois que certaines habitudes sont prises, c'est beaucoup plus simple. Moi, par exemple, aujourd'hui, heu, ben, pour, par exemple, me déplacer, sans la voiture, par exemple, j'ai pris des habitudes maintenant qui font que, dans ma façon de m'organiser, bah, je gère, quoi. J'arrive à me débrouiller largement. Hem, ouais, le prendre de nouvelles habitudes, ça, voilà, ça demande des efforts au démarrage et de moins en moins, quoi. De moins en moins avec le temps et et c'est probablement pareil avec les entreprises, finalement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, pour avoir, déjà essayé de mettre en place des comment dire? Des bonnes pratiques de réutilisation en interne, dans différentes entreprises. La première fois, c'est compliqué. La deuxième, il y a beaucoup moins de choses à démontrer, quoi. Mmh. Et je pense qu'au bout de la cinquième, ça devient une routine et ça devient des sujets qui viennent automatiquement, quoi. Oui, c'est aussi en en ayant des entreprises maintenant qui se mettraient clairement à, des pratiques d'économie circulaire, heu, qu'elles pourraient aussi en inspirer d'autres beaucoup plus rapidement. C'est ça, Tout comme nous-mêmes dans nos modes de vie, on peut s'inspirer les uns les autres. c'est ça. Sachant qu'il y a de plus en plus de très grosses entreprises qui s'y intéressent. Mais qui s'y intéressent justement d'un point de vue économique, d'un point de vue marché et surtout d'un point de vue ressources. OK, ouais. Dans le sens que voilà, le prix des matériaux est en train d'exploser sur énormément de choses et les entreprises sont en train de se dire: «Bon, bah, on va peut-être arrêter d'acheter du cuivre pour le jeter à la poubelle et peut-être qu'on va voir pour le faire recycler, pour pouvoir le faire retravailler, pour pouvoir le remettre dans nos produits, quoi». Mmh. Enfin du cuivre, de l'or, enfin tout voilà, tous ces métaux un peu nobles. Mais c'est même pas que par rapport aux métaux, ça vient aussi avec le plastique, avec pas mal de choses, quoi. C'est la rareté qui commence à se faire sentir, c'est ça? Et donc fait C'est ça, augmenter les prix? c'est ça, tout à fait. Mmh. C'est Plus dommage les Ouais, qu'ils aient pas enfin que globalement, on n'ait pas le réflexe d'anticiper ce genre de choses et de juste réagir quand, on est pris au dépourvu mmh, sur le fait accompli. Et parce qu'il y a des choses qui sont pas réversibles, quoi. Moi, je pense, à la biodiversité, par exemple. Là, les dégâts qui sont faits, sont pas réversibles et c'est, bah, c'est chiant et ça pose vraiment mmh, problème. ouais, tout à fait. Mais bon, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience, assez majeure là depuis la crise sanitaire, le covid, les différentes guerres qu'il y a, enfin, et voilà, que ce soit ouais, C'est ce que tu peux observer, au sein ouais, des entreprises, c'est ça? ouais, c'est ça. Parce que justement, en fait, il y a eu pas mal de zones de conflit qui ont fait, complètement augmenter le prix de certains matériaux, rendant même certaines entreprises juste plus viables, en fait, économiquement Mmh. parlant, OK. donc voilà. Je pense qu'on peut peut-être voir s'il y a des questions parce qu'en fait, on parle, mais je pense que nos auditeurs ont aussi, et sûrement des questions. Je vais aller voir ça. Ouh là, il y en a beaucoup. Vous avez été fou là sur ce niveau-là. Voilà, Ils sont chauds, ils sont chauds. ouais, ils sont chauds, hein. Je sais pas combien on a de temps, mais ils sont chauds, hein. Alors, hem, je vais afficher la première. Donc il nous vient de Tuto Info. Pensez-vous que les principes de l'économie circulaire pourraient être intégrés dans les modèles économiques basés sur la blockchain? Alors ça, c'est déjà un sujet qui est bien compliqué. Heu, je vais dire qu'en fait, pour moi, les principes pourraient être intégrés, par rapport à des modèles économiques basés sur la blockchain, parce que pour moi, la blockchain est un outil. Tu peux peut-être la définir aussi Ouais, pour les personnes ouais. qui connaissent pas? Alors, définir la blockchain rapidement,
Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, le principal, utilisation que l'on connaît, c'est, les cryptomonnaies. Voilà. Typiquement tout ce qui est, Bitcoin, Ethereum et cetera. Mais c'est aussi et avant tout des chaînes de blocs et ce qu'on appelle, des chaînes de sécurité qui permettent, de garder des informations, inviolables. Et genre typiquement, je sais que d'un point de vue industriel, la blockchain est actuellement utilisée d'un point de vue logistique pour garder, la traçabilité le plus Mmh. possible et justement, hem, comment dire? En fait, actuellement, la blockchain est utilisée pour, tracer des composants, des matériaux des matières premières et cetera. Voilà. OK. Alors comment, enfin l'économie circulaire de la blockchain, je m'y suis pas encore assez intéressé, mais si je rencontre un spécialiste, je ferai un épisode sur la question parce qu'il y a vraiment de quoi dire et de quoi faire. Voilà. Alors, autre question de Anne-Lise. Ce genre de recyclage ne s'adresse qu'à des écoles engagées, bijoux en pneus. Comment fédérer le plus grand nombre de personnes de façon attractive? Alexandre, est-ce que tu as une idée sur la question? À mon sens, il faut presque que certains produits soient conçus, de base en économie circulaire sans forcément laisser le choix d'autres produits, quoi. Ce serait, si à terme on vise, de ne plus, ponctionner de ressources, dans la terre, on est bien obligé de recréer, enfin de partir de produire à partir de l'existant. Donc là, je vois le sujet du recyclage qui est mentionné dans le commentaire. Si dans un, je sais pas, dans un étalage, on propose, un produit qui est conçu de manière recyclée et qu'à côté, il y a pas juste un autre produit qui est conçu de manière non recyclée, la personne l'achètera uniquement, quoi. Mmh. Pour moi, ça fait partie d'une réponse. Ouais. Après bon, c'est du cas par cas, hein, ça dépendra forcément Mmh. du produit. Là, je sais pas trop quoi dire, je pense pas qu'il y ait forcément de réponse, générale à donner. Après, c'est toujours pareil pour moi, même les entreprises de l'économie circulaire, en fait, se doivent de fonctionner comme des entreprises, à savoir, aller à la rencontre de leur marché et justement aller, rester sur des démarches de marketing et justement pouvoir, enfin, pour moi, une des questions qu'il faut qu'on se pose actuellement, c'est comment rendre le durable sexy, quoi. Mmh. C'est comment faire en sorte que demain les gens, ils aient envie d'acheter un vélo plutôt qu'une voiture, quoi. Mais il y a aussi, maintenant que j'y pense, il y a aussi, comme une sorte de message. Parce que là, par exemple, dans la question, on entend que, voilà, le recyclage s'adresse à des écoles engagées ou des personnes engagées. Hem, Parce que, quand, par exemple, on va maintenant dans un marché de créatrices, de créateurs et cetera, le message qui est donné en argument principal, c'est le fait que c'est recyclé. Et j'ai presque l'impression que, à cause du fait que ce soit le message mis en avant, ça attire un certain type de personnes et pas le tout venant, quoi. Alors que si on faisait finalement presque disparaître le message, engagé et qu'on diluait ça dans, en fait, qu'on mettait ça sur le marché comme un produit normal, heu, les personnes qui sont peut-être réticentes ou sceptiques vis-à-vis de l'écologie, achèteraient ces objets-là sans se poser la question ou sans se dire: «Tiens, c'est quelque chose de recyclé, d'écolo, machin, donc je vais le prendre ou donc je vais pas le prendre». Là, finalement, ce serait simplement un produit comme un autre qui serait pas, estampillé et qui pourrait peut-être, heu, toucher plus de personnes de cette façon, finalement. Et moi, j'irais même encore plus loin dans le fait que
que vu qu'on est sur du recyclage ou ce genre de choses, qu'en fait, on est sur une démarche locale. Et pour moi, en fait, d'un point de vue marketing, on peut très bien mettre en avant le fait que ça a été fait à la main par une personne à 5 kilomètres de chez soi. Mmh mh, mmh. Voilà. Et pas du tout sur le fait que ça a été utilisé avec le pneu du vélo qui a crevé la veille, quoi. Mmh mh, mmh. Oui, Mmh. c'est vrai. Et ce qui rend, justement cet objet, beaucoup plus, «sexy» entre guillemets Mmh. que sur le côté recyclé, quoi. Ensuite, Elora, est-ce qu'au niveau local, il ne faudrait pas organiser aussi des dons en créant des lieux de dépôt destinés aux plus modestes qui n'ont pas les moyens d'acheter? C'est ce que nous faisons à Marseille. C'est aussi ce que nous faisons à Grenoble. Mmh. Ouais, je pense que ça, il y a beaucoup d'initiatives qui existent un peu partout, qui sont pas forcément connues. Hem, Moi, je pense aussi en particulier au fait de sans forcément donner, mais de prêter. Heu, j'avais vu ça quelque part. Hem, c'est dans un village entre voisins, enfin entre voisins, même non, au sein d'un village, par exemple, en entier. Sur la boîte aux lettres, les personnes pouvaient, donc recevaient une sorte de plaquette d'autocollant avec, des objets, courants qu'on peut avoir chez soi et mettaient sur leur boîte aux lettres les objets qu'ils étaient prêts à prêter à leurs voisins. Par exemple, justement, ça peut être une machine à laver, mais ça peut être des outils de bricolage, un aspirateur, toutes ces choses qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, donc qu'on peut prêter à quelqu'un, heu et le fait de, que ce soit, on va dire, communiqué dans le village, ça permet de savoir vraiment à l'avance qui est prêt à donner quoi et de manière assez facile. Après ça, c'est une façon, assez, je trouve, assez ludique et qui recrée du lien, direct, qui est chouette et il existe aussi sans doute plein d'applications sur smartphone qui permettent de faire ça, que moi je ne connais pas du tout puisque je j'ai pas de smartphone. Mais, mais c'est sûr que ça existe et par rapport aux dons, j'ai connaissance quand même de l'application Give, qui permet ça et c'est quelque chose de national donc un peu comme Le Bon Coin, sauf que c'est uniquement pour les dons. Du coup, en allant dessus, il y a moyen de trouver tout ce qui est, à donner autour de chez soi, de manière assez large du coup, puisque ça peut, tout un chacun peut le mettre, peut mettre des objets à donner, dans son garage, quoi. Ensuite, question de Frédéric. Comment concilier l'économie circulaire et l'obsolescence programmée si présente dans de nombreux appareils technologiques? Alors j'en ai un peu, parlé par rapport à tout ce qui était, objet en tant que tel, par rapport à la réparation. Par rapport à l'obsolescence programmée, la question la plus compliquée est plus d'un point de vue, logiciel, où en fait, je sais qu'il y a de plus en plus, voilà, de logiciels open source qui sont en train de se développer justement pour lutter sur cette, obsolescence. Mmh. Parce qu'en fait, pour moi, l'obsolescence programmée, d'un point de vue, électronique, est principalement due à des histoires de logiciels plutôt qu'à des histoires d'objets. Voilà. Et pour ce qui est de la partie objet, pour moi, c'est la mise en place de tout ce qui est, modularité, pour justement pouvoir remplacer les composants défectueux. Alors, tuto info, deuxième point, pour une économie circulaire efficace, la traçabilité des produits est essentielle. Bah, ça tombe bien, ça rejoint le point sur la blockchain dont on parlait, précédemment. Mais oui, je suis totalement, d'accord sur la traçabilité des produits, totalement. Alors, ensuite, tiens, ça c'est un point pour nous 2. On a le mot intuition à définir ensemble. L'intention. L'intention. Oui, c'est l'intention dont on parlait tout à l'heure sur, pourquoi produire, tel objet, avec quelle intention, le produire. Après, ça peut aussi être avec quelle intention on l'utilise. Parce que finalement, on n'en a pas encore parlé, mais dans l'économie circulaire, il y a aussi le fait heu, d'éviter de faire en sorte que ça circule, dans le sens où on peut prendre soin de ces objets et les garder le plus longtemps possible, avant d'avoir besoin de les faire changer de stade. Et là, l'intention pour moi, elle joue aussi son rôle. Hem, je fais assez gaffe moi au quotidien à tous mes objets,
je suis très peu maladroit, par exemple, donc je casse peu de choses et j'ai l'impression qu'il y a aussi ça qui joue. C'est l'intention que j'ai quand j'utilise les choses, la conscience que j'y mets, à quel point je suis conscient à ce que je fais et aussi la conscience de, ce que j'utilise, un bol, un ordinateur, quoi que ce soit, ça a de la valeur. Si c'est cassé, c'est perdu et enfin, ça peut être perdu ou ça doit être réparé et cetera. Donc cette intention-là, moi, c'est vrai que je l'ai assez au quotidien. Prendre soin de tout ce que je possède pour, les faire durer le plus longtemps. Moi, par rapport à l'intention, je rajouterais un peu tout ce qui est, économie de la fonctionnalité, dans le sens que quand on achète un objet ou quand on récupère un objet, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est: «Pourquoi est-ce qu'on en a besoin?» Typiquement, heu, qu'est-ce qui me vient en tête? Voilà, j'ai besoin de mettre, 23 affiches dans ma ville pour faire la promotion de mon spectacle. Et ben, faut que je trouve un imprimeur qui va m'imprimer 23 affiches. Pas 25, pas 20, 23, parce que c'est le nombre dont j'ai besoin. Et pour moi, c'est vraiment cette intention qui est importante. C'est vraiment le fait de savoir pourquoi on a besoin de faire les choses et pourquoi on a besoin de tel objet ou, ou voilà. Enfin, c'est et pour moi, je vais prendre un exemple concret, mais typiquement le matin, je pourrais aller au travail en voiture et en fait, pour moi, non, ça va pas avec l'intention que j'ai envie de donner et en fait, et ben, je prends les transports en commun. Parce que justement, c'est ce que j'ai envie de véhiculer comme valeur et comme image. Mmh. Ensuite, prochain point d'Elora. Y a-t-il une liste de commerces qui pratiquent l'économie circulaire? Non, il n'en existe pas en tant que tel. Après, il y a pas mal de listes de pas mal de commerces qui pratiquent d'autres choses que l'économie circulaire. Je pense typiquement à tout ce qui est don, à tout ce qui est partage, à tout ce qui est, monnaie locale, ce genre de choses et tout ça font déjà partie de l'économie circulaire. Et pour moi, de manière un peu plus, globale, choisir un artisan à côté de chez soi est une démarche, d'économie circulaire. Mmh. Voilà. Donc il y a pas de liste, mais heu, mais c'est peut-être une idée qu'il faudrait que je me mette dans un coin pour aller chercher les bonnes pratiques. Alors, ouais, il y a pas mal de questions sur pas mal de choses. J'en mettrai un. Je Voilà, la misanthropique qui dit que: «Claudia, je t'aime», donc merci pour la déclaration d'amour, sympathique. Ensuite, il y a Marine qui pose la question de: «Coucou, des conseils d'ouvrages pour se former sur l'économie circulaire et l'éco-conception?» Alors, il y a beaucoup d'ouvrages, ta 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 ta, les plus simples en fait, il y a «Activer l'économie circulaire» qui est vachement bien. Il y a «Cradle to Cradle» qui est un basique et qui est un peu le pionnier sur tout ce qui est économie circulaire. Pour l'éco-conception, mmh, sinon je pourrais conseiller d'aller sur le site de la fondation Ellen MacArthur. Pour moi, ils ont des kilomètres des kilomètres de papier, hyper bien écrits, sur justement l'économie circulaire, toutes les différentes économies qui peuvent exister, dans l'économie circulaire et comment mettre tout ça en place. Et il y en a encore beaucoup là. Oh là là. Bon, on va en faire quelques-uns et puis après on verra, à quel moment on arrête. Je sais pas ce que tu en penses Alexandre, mais Oui, il faudra arrêter au bout d'un moment, on pourra peut-être pas répondre à tout le monde malheureusement. voilà, continue la suite. L'avenir d'un téléphone cassé dépend aussi du coût de sa réparation. Par chez moi, un réparateur bien outillé pratique des prix bas et du coup les gens ne réfléchissent pas longtemps. Mmh. Mmh. Et bah, c'est en lien de ce qu'on disait avant justement sur la conception du téléphone à la base, qui fait que si on peut le réparer chez soi, ça coûte encore moins cher. Voilà, et c'est encore plus pratique.
Alors, je ne comprends pas l'exemple de la machine à laver, ça dure très longtemps, je viens de changer la mienne, la nouvelle consomme beaucoup moins d'eau et d'électricité. Alors en fait, il y a pas qu'une histoire de consommation d'eau et d'électricité, mais en fait ce qui pour moi peut être le plus impactant, sur une machine à laver, c'est vraiment sa conception à la base. Parce que justement, c'est vraiment le fait qu'on arrive sur un équipement qui est lourd, qui est imposant, qui vient de l'autre bout du monde et où en fait on a dû extraire des matériaux, puis les transformer pour arriver à la machine à laver. Typiquement pour, faire, une machine à laver avec un tour en ferraille, il va falloir extraire, du fer et le fer, c'est on enlève beaucoup de gravats, beaucoup de cailloux, puis après il y a plein de traitements chimiques pour justement arriver à enfin à faire des panneaux de ferraille pour ensuite en faire des machines à laver et pour moi, c'est ça qui va consommer le plus sur toute la conception de la machine à laver et ensuite actuellement, une machine à laver, ça a une durée de vie de, 7-8 ans en moyenne. Par contre, en 7-8 ans, il peut se passer beaucoup de choses dans enfin, ce que je disais avant, il peut se passer beaucoup de choses dans une famille. En fait, on peut passer de 1, 2, 3, 15 parce qu'on décide de la mutualiser avec tout le monde et forcément, on n'a plus les mêmes besoins en machine à laver. Et l'inverse, hein, des personnes qui sont en famille nombreuse, des enfants qui partent vivre ailleurs et ils se retrouvent plus qu'à 2, à garder peut-être une machine immense qu'ils font tourner pour laver 3 fois rien. Donc c'est vrai que ouais, l'exemple de la location, c'est pertinent, quoi. Ça permet d'adapter l'utilisation, un peu comme les voitures finalement aussi, hein. Une voiture familiale, au bout d'un moment, tu n'en as plus besoin. Tu peux très bien en changer, en prendre une plus petite qui consommera moins parce qu'elle sera moins grosse, etc. Alors, je suis en train de regarder dans les différentes questions. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se sont répondus eux-mêmes dans les commentaires. Mmh. Donc, je vous inviterai à regarder un peu les différentes discussions qu'il y a eu sur le live sur YouTube, côté Alexandre d'ailleurs. Est-ce que Alexandre, tu as quelque chose à rajouter? Parce que là, on arrive quasiment à la fin. Si vous avez encore, 1 ou 2 dernières questions, c'est le moment de les mettre dans le chat. Bah, moi, je peux simplement vous faire un petit visu sur Abyss qui dort derrière moi, sur le canapé. Voilà. Ça faisait longtemps que vous l'avez pas vue en vidéo, donc vu qu'elle est là, j'en profite. Elle est toute tranquille. Mais sinon, bah, sur le sujet, j'ai l'impression qu'on a vraiment bien fait le tour. Ça a permis de bien aborder le sujet. Je pense que plein de personnes qui connaissaient pas forcément beaucoup l'économie circulaire ont appris pas mal de choses parce que ça a été, je trouve, assez. Enfin, tout ce que tu as pu dire, Régis, était bien vulgarisé, quoi. Oui, je pense que ça a pu éclaircir ce sujet-là. Je sais que c'est un sujet qui est assez compliqué, mais voilà, j'essaie de vulgariser un maximum et merci aussi à toi Alexandre pour toutes ces questions et pour toute cette vision sur la décroissance. C'est vrai que moi qui suis au quotidien on me challenge pour faire, plus de chiffres, plus de volume, plus de tout. C'est vrai que voilà, ça fait aussi du bien d'entendre qu'en fait, je ne suis pas le seul à penser qu'une économie circulaire, peut avoir un impact sur une économie décroissante. Voilà. Mmh. Aucune économie décroissante pourra avoir un impact sur l'économie circulaire. Alors il y a quelques petits messages qui viennent d'arriver, forcément, voilà. La bise d'amour, je t'aime, la belle, caresse à la bise, Ouais, vous voilà m'avez tout ça, manqué. tout ça. Ah, j'ai juste une, ah, non, c'est pas ça. Ah, bah, merci Lo pour ton message. Je vais cliquer sur un autre, mais voilà. Pour, heu, pour clôturer, si vous voulez en savoir plus sur les activités d'Alexandre, je vous invite à aller sur son site qui s'appelle alexandreleroux.fr. Voilà, c'est très simple, très efficace. C'est ça. Voilà.
Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, voilà, si vous voulez me contacter, vous pouvez aller sur, le site de l'entreprisecirculaire.fr. Donc voilà, entreprisecirculaire.fr. Pareil, assez simple et voilà. Donc vous hésitez pas et puis, J'en ouais. profite quand même pour dire que je suis moi-même abonné à la newsletter que Régis écrit sur l'économie circulaire et qui est très intéressante. Voilà, c'est des petits paragraphes à chaque fois qui approfondissent le sujet de cette économie circulaire au sein des entreprises. Et ouais, j'en apprends toujours un petit peu, donc c'est agréable à lire. Et voilà, si vous voulez vous y abonner pour approfondir le sujet, ben voilà, vous pouvez le retrouver sur son site. Et moi, je suis abonné à la chaîne YouTube d'Alexandre Et ouais. et je regarde toujours ses vidéos avec un très grand sourire et moi aussi j'apprends énormément de choses, en les regardant. Donc voilà, merci beaucoup pour ce que tu fais et je pense qu'on va conclure. Yes. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité pour cet épisode. J'ai vraiment trouvé le sujet très intéressant à aborder, donc c'était top de pouvoir le partager avec toi. Trop bien. Bah, le plaisir est pour moi aussi donc voilà. À la prochaine. Merci pour tout. Et à bientôt tout le monde, merci d'avoir été là ce Salut tout soir. le monde. Ciao.